Donc, écoutez, je tenais à remercier le comité d'organisation de me donner l'opportunité de vous présenter les résultats d'une étude qu'on a débutée à Henri Mondor. Ce sont des résultats préliminaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette communication orale. Et donc, qui s'intitule « La scintigraphie rénale au DMSA, un nouvel outil dans l'évaluation rénale des amyloses ». Donc, cette étude est le fruit d'un travail collaboratif entre le service de néphrologie, le service de médecine nucléaire, de cardiologie de l'hôpital Henri Mondor et d'anatomopathologie. Et je tiens tout particulièrement à remercier le docteur Julien Dang, qui est l'interne, qui a récupéré les données cliniques et biologiques des patients dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, comme vous le savez très bien, les reins sont un organe cible privilégié au cours des amyloses systémiques. L'atteinte rénale est très fréquente et s'observe dans la plupart des amyloses, quel que soit le mécanisme moléculaire sous-jacent, en dehors peut-être, comme vous pouvez le voir dans cette revue, des amyloses séniles où l'atteinte rénale est excessivement rare et éventuellement des amyloses à TTR mutées, quoique certaines études suggèrent que l'atteinte rénale est présente assez fréquemment, mais probablement sous-diagnostiquée. À côté de ça, l'atteinte cardiaque est, elle, un petit peu moins fréquente et se voit essentiellement au cours des amyloses AL, des amyloses héréditaires à la TTR et éventuellement des amyloses séniles. Le mécanisme de l'atteinte rénale au cours de l'amylose est le plus souvent un mécanisme lésionnel direct avec la présence de dépôts dans toutes les structures du rein, toutes les structures nobles, puisque les dépôts peuvent affecter l'ensemble du parenchyme rénal, les tubules, l'interstitium, les vaisseaux et surtout les glomérules à l'origine d'une protéinurie de rang le plus souvent néphrotique. Dans ce travail dont je vais vous présenter les premiers résultats, nous nous sommes posé la question si des mécanismes lésionnels indirects ne pouvaient pas être mis en cause dans certaines formes d'amylose dans l'atteinte rénale. Et nous nous sommes posé la question si ces patients ne pouvaient pas avoir une prédilection à développer des lésions d'infarctus rénal. L'infarctus rénal est un événement vasculaire artériel aigu à l'origine d'une ischémie plus ou moins étendue, comme vous pouvez le voir ici, ces petites lésions punctiformes au niveau rénal. C'est un diagnostic souvent difficile, fait avec retard, puisque les signes cliniques et biologiques d'infarctus rénal s'apparentent le plus souvent et sont confondus avec des signes de crise de colique néphrétique essentiellement, et éventuellement de pyélonéphrite. Ce qui fait que l'infarctus rénal est le plus souvent un diagnostic sous-diagnostiqué, avec une prise en charge qui est effectuée souvent avec un certain retard, ce qui entraîne des conséquences, puisque la réversibilité des lésions, comme pour tout infarctus de l'organisme, dépend de l'initiation d'une thérapeutique appropriée. Il peut y avoir des séquelles irréversibles, une altération fonctionnelle du rein. Il est habituel de distinguer trois grands mécanismes dans la survenue d'un infarctus rénal. Tout d'abord, les causes loco-régionales liées à des maladies de l'artère rénale ou des branches des artères rénales. Le plus grand mécanisme et le plus courant, ce sont les origines thromboemboliques que les cardiologues connaissent bien et les causes cardiovasculaires. À titre d'exemple, dans cette étude publiée en 2001, qui reprenait une série de 29 000 patients avec une arythmie complète par fibrillation auriculaire qui était suivie pour une durée de 13 ans, on voit que le risque relatif d'événements thromboemboliques était multiplié par 4 chez la femme et 5,7 chez les hommes, avec néanmoins une prévalence de l'infarctus qui était quand même relativement faible, 2% des événements thromboemboliques. Le troisième mécanisme est un mécanisme lié à une thrombophilie, à des anomalies de l'hémostase, à un état d'hypercoagulabilité qui peut être multifactoriel. Et puis dans un certain nombre de cas, malgré un bilan exhaustif, on se retrouve devant l'impossibilité de diagnostiquer le mécanisme exact à l'origine de l'infarctus rénal. Alors les patients avec une amylose cardiaque ont une cardiopathie volontiers arythmogène. Ils ont parfois un syndrome néphrotique qui sont deux facteurs de risque essentiels de survenue d'accidents thromboemboliques et éventuellement d'infarctus rénal. Et nous nous sommes donc posé la question de la prévalence de l'infarctus rénal dans cette population. Alors si on prend un petit peu les données de la littérature avant de réaliser cette étude, elles sont relativement pauvres. Vous voyez à gauche une série sur les infarctus rénal que j'avais eu l'occasion d'encadrer il y a quelques années, une étude multicentrique française. On avait identifié 94 patients dans des centres français qui avaient présenté un infarctus rénal et on avait retrouvé un seul cas dans le groupe d'hypercoagulabilité qui avait un syndrome néphrotique et une amylose AL. Plus récemment, l'équipe de Tenon, l'équipe du professeur Ronco et du professeur Plésier ont mis en évidence chez un patient, sous la publication sous la forme d'un case report, qui présentait des infarctus rénaux avec la particularité, aux lésions anatomopathologiques mises en évidence sur la biopsie rénale, d'avoir des dépôts vasculaires prédominants. Ces données suggèrent donc que l'infarctus rénal est un événement relativement rare au cours de l'amylose. Encore fallait-il le prouver.
Le meilleur moyen pour diagnostiquer de manière positive un infarctus rénal est l'imagerie, bien entendu, avec l'examen de référence qui est le scanner avec injection d'iode, ce qui peut poser un problème chez les patients ayant une amylose qui ont tendance à avoir de base une fonction rénale altérée. Le deuxième moyen pour mettre en évidence un infarctus rénal serait l'imagerie par résonance magnétique avec des signes qui sont tout à fait évocateurs et cette lésion triangulaire qui se rehausse après injection de produits de contraste ou après injection de gadolinium. Malheureusement, chez les patients atteints d'une amylose cardiaque, ils ont souvent des défibrillateurs, des problèmes de troubles du rythme, des pacemakers, et cet examen, comme vous le savez, est le plus souvent contre-indiqué chez ces patients. Nous avons donc, dans cette étude, décidé d'étudier la prévalence, les facteurs de risque, les caractéristiques cliniques, biologiques, morphologiques et le devenir des patients ayant présenté un éventuel infarctus rénal dans une cohorte de patients suspects d'amylose cardiaque grâce à la médecine nucléaire, là encore, comme l'exposé précédent. Mais cette fois-ci, nous avons utilisé la scintigraphie rénale au DMSA. Alors cette scintigraphie rénale au DMSA, c'est un examen qui est bien connu des néphrologues mais qui n'est quasiment plus utilisé. Il y a deux indications préférentielles. Ce traceur, le DMSA, permet de visualiser le parenchyme fonctionnel rénal. Il est utilisé notamment par les néphropédiatres pour rechercher d'éventuelles séquelles de pyélonéphrite chez les jeunes patients qui font des infections urinaires à répétition. Et l'autre indication préférentielle, c'est éventuellement mettre en évidence des lésions d'infarctus rénal. Avant de débuter l'étude, nous avons validé l'intérêt et surtout le fait que la scintigraphie rénale dans notre centre puisse rendre un diagnostic positif d'infarctus rénal, un petit peu par hasard, grâce à ce cas. C'est la survenue d'une insuffisance rénale aiguë chez un patient transplanté rénal suivi dans notre centre à Henri-Mondor, qui était greffé depuis 3 ans sur une néphropathie diabétique. Et ce patient a eu un premier bilan qui nous a amené à nous interroger sur la cause de cette dysfonction aiguë du greffon. Nous l'avons fait faire une ponction biopsie-rénale et de manière un petit peu surprenante, intrigante, nous sommes tombés à l'anapathe sur des lésions tout à fait évocatrices, à côté d'un parenchyme sain, de lésions évocatrices d'infarctus rénal, avec notamment des zones infarcies et un collapsus de certains glomérules. Bien entendu, devant ces lésions anatomopathologiques quelque peu surprenantes, nous avons réalisé une IRM qui a confirmé la présence de plusieurs lésions d'infarcissement, qui a été confirmée aussi, les mêmes lésions, par la scintigraphie rénale au DMSA. Donc ce cas clinique qui a permis, nous a conforté en fait dans la possibilité d'utiliser la scintigraphie au DMSA pour dépister un éventuel infarctus rénal chez les patients atteints d'amylose cardiaque, référés dans le centre de référence de l'amylose cardiaque dans le service de Thibaut Damy entre octobre 2015 et 2018. 104 patients ont été référés. Parmi ces 104 patients, 16 patients pour lesquels on n'a pas retenu le diagnostic d'amylose. Bien entendu, les critères classiques, c'était soit une biopsie avec un rouge Congo positif avec la mise en évidence de la protéine amyloïdogène, soit l'étude génétique et où on en a beaucoup parlé ce matin, la scintigraphie osseuse. Et les patients avaient une atteinte cardiaque quand ils avaient un symptôme interventriculaire supérieur à 12 mm. Dans cette population de patients, nous avons donc retenu les cas de 88 patients qui ont donc une amylose cardiaque confirmée avec la réalisation d'une scintigraphie rénale. Parmi ces patients, nous avons identifié 3 groupes, 24 patients avec une amylose AL, 24 patients avec une amylose TTR mutée et 39 patients avec une amylose sénile. Nous avons dans un premier temps comparé les caractéristiques cliniques des patients selon le mécanisme sous-jacent de l'amylose. Tout d'abord, le délai médian entre la scintigraphie et le diagnostic d'amylose était évalué à 52 jours, avec des ranges qui allaient de 4 jours à 338. Et donc, ce que nous avons observé dans la population des patients ayant une amylose cardiaque, c'est que les amyloses séniles étaient plus âgées, comportaient plus d'hommes. Les patients avaient plus souvent des troubles du rythme cardiaque et recevaient, au moment où ils allaient avoir la scintigraphie, plus souvent un traitement anticoagulant au long cours. Ce qu'on a permis de mettre en évidence aussi cette première analyse, c'est que les patients avec une amylose AL, comme attendu avec des taux de NT-proBNP plus élevés, avaient un ratio protéinurie sur créatinurie urinaire plus élevé et plus souvent un syndrome néphrotique, quoique relativement faible dans la population. La scintigraphie rénale au DMSA a permis de mettre en évidence, dans cette population de 88 patients, la présence d'un infarctus rénal chez tout de même 18 patients, soit 21%, 6 patients porteurs d'une amylose AL, 5 patients avec une amylose mutée TTR et 7 patients avec une amylose sénile. Voici ici des images scintigraphiques. Donc, je ne suis pas spécialiste en médecine nucléaire, mais on reconnaît assez facilement les zones d'infarctus
ici sur cette scintigraphie avec un infarctus bilatéral. Et la particularité, c'est que cette scintigraphie est couplée à un scan qui confirme effectivement ces zones d'infarcissement. Quand on regarde la topographie chez nos patients présentant, nos 18 patients présentant un infarctus rénal, le rein droit était le siège de lésion d'infarctus chez 6 patients, le rein gauche chez 8 patients et 22% des patients, soit 4 patients, présentaient un infarctus rénal bilatéral. Nous avons ensuite voulu comparer les données cliniques, basales, biologiques et thérapeutiques des patients selon qu'ils avaient un infarctus rénal ou non à l'étude scintigraphique au DMSA. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on a quand même repris, c'est là que je remercie encore une fois le docteur Julien Dang et puis Thibaut Damy pour avoir une base de données très structurée, un certain nombre de caractéristiques classiques. Pour faire bref, les caractéristiques démographiques, les antécédents et notamment la présence ou non d'une arythmie par fibrillation auriculaire, la présence d'un traitement anticoagulant au moment de la scintigraphie, les risques cardiovasculaires n'étaient pas statistiquement différents entre le groupe ayant présenté un infarctus et le groupe sans infarctus. Nous avons analysé aussi les données échocardiographiques qui n'étaient pas différentes, un certain nombre de paramètres biologiques. Je vous ai montré tout à l'heure que 6, 5 et 7 patients présentaient un infarctus selon les 3 groupes précédemment cités. Il n'y avait pas de différence significative selon l'étiologie de l'amylose cardiaque comme étant une forme prépondérante à l'origine d'un infarctus rénal. Vous avez aussi l'ensemble des caractéristiques et les traitements proposés aux patients une amylose AL qui n'était pas différente, et éventuellement l'utilisation de tafamidis pour les formes mutées TTR. La seule donnée basale qui ressortait chez nos patients, statistiquement différente, était le taux de protéinurie, puisque les patients avec un infarctus rénal avaient un rapport protéinurie sur créatinurie à 55 mg en médiane versus 11 mg chez les patients sans infarctus rénal. Nous avons ensuite analysé les données cliniques de base et biologiques au moment, le jour de la réalisation de la scintigraphie et aussi la présence ou non d'une insuffisance rénale. Et là, les résultats sont assez intéressants. Les données cliniques classiquement associées à la survenue d'un infarctus rénal, qui sont l'hypertension artérielle, la douleur abdominale, la présence éventuellement d'un syndrome subfébrile ou d'une fièvre authentique. Alors, c'est une étude, on a repris les dossiers rétrospectivement avec le biais méthodologique que cela implique, mais n'était pas retrouvé comme différent entre les deux groupes. Les données biologiques qui peuvent aussi suggérer la présence d'un infarctus en dehors du contexte d'amylose, c'est-à-dire l'élévation des LDH, une hyperleucocytose apolynucléaire et éventuellement un syndrome inflammatoire, n'étaient pas statistiquement différentes. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a observé que chez les patients qui ont eu un infarctus rénal à la scintigraphie, le jour de la scintigraphie, par rapport à la créatinine de base qui n'était pas différente entre le groupe infarctus et le groupe non-infarctus, avec les critères qu'on reprend actuellement dans les critères d'insuffisance rénale aiguë, qui sont les critères Cadigon, on a observé que les patients le jour de l'infarctus présentaient plus souvent une insuffisance rénale aiguë lorsqu'ils avaient un infarctus rénal par rapport aux patients qui n'avaient pas d'infarctus rénal. Et lorsqu'on a suivi ces patients avec un délai moyen de suivi qui était équivalent dans les deux groupes, on voit que peut-être ces résultats suggèrent que le fait de présenter un infarctus rénal à un moment de l'évolution d'une amylose cardiaque peut avoir un impact péjoratif indépendant sur la fonction rénale, puisque on constatait une augmentation de plus de 50% de la créatinine, plus importante chez les patients ayant présenté un infarctus que chez les patients n'ayant pas présenté d'infarctus, alors que l'infarctus rénal ne semble pas impacter la survie des patients. En conclusion, un infarctus rénal est retrouvé grâce à la réalisation d'une scintigraphie au DMSA chez 21% des patients présentant une amylose cardiaque. Cette étude ne met pas en évidence de différences significatives selon le mécanisme éthiopathogénique et causal de l'amylose cardiaque. Les patients avec un infarctus rénal ont de base une protéinurie plus élevée, mais n'ont pas plus souvent de syndrome néphrotique, alors qu'on s'attendait éventuellement que le syndrome néphrotique puisse jouer un rôle dans la survenue de cet infarctus. Et surtout, le résultat sûrement le plus intéressant, c'est que chez un patient finalement que vous suivez pour une amylose cardiaque, ces données préliminaires suggèrent que lorsqu'il se présente lors d'une hospitalisation ou lors d'une consultation avec une insuffisance rénale aiguë, avec une dégradation de sa fonction rénale, que rapidement vous interrogez, vous questionnez le néphrologue sur le mécanisme causal de cette insuffisance rénale, le néphrologue et le cardiologue doivent penser à la possibilité d'un infarctus rénal qui va pouvoir en effet modifier la prise en charge thérapeutique, puisque comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le fait de pouvoir débuter un traitement peut éventuellement réverser les lésions et surtout empêcher des récidives si on estime que l'infarctus est possiblement d'origine cardiaque.
Et comme vous pouvez voir sur cette diapositive, le fait effectivement de présenter une insuffisance rénale aiguë au moment de l'infarctus versus pas d'insuffisance rénale aiguë était statistiquement différente. Enfin, est-ce que ça joue sur le pronostic rénal? On peut imaginer que oui. En tout cas, les résultats préliminaires de ce travail suggèrent aussi que ça pourrait avoir un impact négatif pronostic sur la fonction rénale. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce brillant exposé, un travail passionnant. Et décidément, l'amylose, c'est la revanche de la scintigraphie. Hein. Faut croire, hein, j'étais pas au courant qu'il y avait aussi la scintigraphie osseuse, là, mais la scintille sous toutes ses formes. Vive la médecine nucléaire. Absolument, passionnant. Des questions dans la salle? Vous avez évoqué les différents mécanismes physiopathologiques qui peuvent être à l'origine de la thrombose en introduction. Là, et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous retenez en fait? Qu'est-ce qui semble, selon vous C'est une très bonne question. Alors malheureusement, je pense que l'hypothèse et le cas décrit dans Médecine par l'équipe d'Emmanuel Plaisier à Tenon est assez intéressant avec ces dépôts vasculaires prédominants, et donc ça peut être un mécanisme. Malheureusement, dans cette étude où les patients avaient été référés par dans le centre de cardiologie, il y en a peu qui ont une biopsie rénale, il n'y en a que 4 ou 5 sur les 88. Il se trouve qu'on a pu reprendre les données, et chez certains patients, on a cette atteinte vasculaire prédominante. Donc on peut imaginer que ça peut... C'est peut-être localement en fait, parce que la question qui va avec, c'est du coup, est-ce qu'il y avait une différence, enfin peut-être que vous l'avez dit, en termes d'AVC ou d'événements périphériques autres que En fait, Julien a regardé les données, les antécédents thromboemboliques, je ne les ai pas notés là, mais effectivement, il n'y a pas de différence, il y a peu d'événements thromboemboliques qui précèdent l'infarctus. Après, effectivement, l'autre biais qu'on peut un petit peu avoir, parce que quand même, on sait, ça je vous l'ai dit en introduction, le fait d'avoir une cardiopathie arythmogène, c'est quand même, vous le savez mieux que moi, un facteur de risque important. Les données échocardiographiques, on avait des données échocardiographiques de base qui étaient faites le plus souvent dans les 6 mois précédant l'infarctus, mais on n'a pas refait d'échographie rénale le jour de l'infarctus. Donc il se peut aussi que il soit passé quelque chose au niveau cardiaque. Donc à la base, on n'observe pas de différence. Moi, ce qu'on a commencé le travail avec Thibault, les deux questions qu'on s'était posées, c'était finalement, est-ce qu'on ne va pas tomber sur des patients qui ont une atteinte cardiaque plus sévère? Là, on a que les données échocardiographiques de base. Et puis la deuxième donnée à laquelle je pensais initialement, c'était que les patients qui allaient développer un infarctus rénal, c'est ceux qui avaient le plus de protéinurie, de syndrome néphrotique. C'était comme ça. Ce qui sautait aux yeux, c'était les deux mécanismes sur lesquels je pensais qu'on allait tomber. Il se trouve que ni l'un ni l'autre, avec effectivement les limites de cette étude, puisque les dossiers ont été repris de manière rétrospective, les limites de cette étude, pour là, ça ne suggère pas, en tout cas, ça ne confirme pas mes deux hypothèses de départ. Et sur un ou deux cas pour lesquels on voit des dépôts vasculaires prédominants, on se dit finalement, tiens, est-ce que c'est pas local? Est-ce que c'est pas un processus in situ qui se met en place, qui va entraîner des zones d'infarcissement localisées? Et actuellement, là, dans votre pratique, est-ce que ça a modifié votre thérapeutique? Typiquement, j'en sais rien, un traitement anticoagulant ou autre? Ça faudrait demander au cardiologue, mais normalement, effectivement, j'espère. Ils ne nous appellent pas pour tous les infarctus rénaux, ils nous appellent quand il y a une augmentation de la créatinine. Et c'est vrai qu'en fait, cette étude, elle est partie de la première étude que j'avais publiée où il y avait un seul cas. Et puis surtout, on a eu un cas très très intéressant d'un patient qui avait une amylose AL, qui a développé une insuffisance rénale aiguë. Diane et puis Thibault m'ont demandé, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il faut le biopsier? On avait déjà le diagnostic confirmé par une biopsie myocardique. Je lui ai dit, faites-lui une scintille. Et c'est vrai que sur la scintigraphie, on est tombé sur des lésions d'infarctus. On a dit, tiens, ça vaut vraiment le coup. Alors, il se trouve quand même, si vous avez bien regardé, mais c'est vrai que je parle vite, il y avait quand même 10 patients qui étaient dans le groupe infarctus sur 18, qui avaient quand même des anticoagulants. Voilà, alors malheureusement, pas malheureusement, on n'avait pas forcément les INR, il y a peu de patients qui étaient sous AVK, la plupart étaient sous les nouveaux anticoagulants oraux, pour lesquels il n'y a pas de surveillance, donc on ne sait pas s'ils étaient sous ou en tout cas bien hypocoagulés. Par contre, effectivement, pour les 2-3 patients pour lesquels on avait l'INR, il était limite peut-être inférieur bas, donc il se peut que c'est des patients... Et puis là, je crois qu'on veut me répondre à la question, est-ce que vous anticoagulez les infarctus? Oui, un grand oui. Donc effectivement, on dépiste de plus en plus ces emboles périphériques, que ce soit rénaux par la DMSA, les thrombies intracardiaques par des scans cardiaques quand la fonction rénale le permet, bien sûr, le recueil de tous les événements dans l'histoire de la maladie des patients, notamment AVC et autres. Et on espère bientôt pouvoir faire un article un petit peu global justement sur tous ces embolies périphériques, mais effectivement pour nous c'est un fort argument, en plus des autres paramètres qu'on utilise habituellement cardiaques purs, pour mettre les patients sous traitement anticoagulant, parce qu'on sait qu'ils sont à très haut risque. Et quand ils sont déjà anticoagulés, puisqu'effectivement ça arrive,
il peut nous arriver de rajouter du cardégique. Et juste sur le sujet, il y a juste, pour avoir fait un peu la littérature, il y a une publication sur les emboles périphériques, c'est l'équipe de Piette à la Pitié où ils avaient repris leurs données et c'était relativement rare. Je crois qu'ils avaient une dizaine de patients pour lesquels ils avaient mis en évidence des événements thromboemboliques périphériques sans aucun cas d'infarctus rénal. C'est ça, sauf que les méthodes de dépistage... C'est sûrement effectivement une étude... voilà. C'est plus dur de les trouver, oui. Mais vous avez tous les deux employé, donc, toi 2 fois, toi 1 fois, le terme d'embolie périphérique. Donc, c'est bien clair que pour vous, c'est ça la physiopathologie. C'est vachement important, parce que FA, ETO, thrombus, vous avez les données. On a sur, je ne sais pas des données qui vont être présentées aujourd'hui, mais on fait de plus en plus donc, de scans cardiaques, où on met en évidence des thrombies intracardiaques qui sont absolument tout sauf exceptionnelles. Chez parfois des patients qui sont déjà anticoagulés et qui ne sont pas nécessairement en FA, même en rythme sinusal. Donc effectivement, ça paraît être le mécanisme physiopathologique le plus probable. Moi, c'est peut-être un abus de langage, c'est parce qu'effectivement, je considère le cœur comme l'organe le plus noble de l'organisme et que les reins se situent en périphérie. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça embole périphérique. Mais c'est sûrement un abus de langage, je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup. J'ai une question, mais c'est peut-être parce que j'ai mal compris. Vous avez dit la scintigraphie DMSA, ça permet aussi de rechercher chez les enfants, etc., des défects qui sont liés à des pyélonéphrite. On a exclu les patients qui avaient des antécédents de pyélonéphrite dans notre étude. Ah d'accord, c'est tout ça. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais comment on peut le savoir? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut... Non, tu ne peux pas différencier comme ça. Voilà, mais on a repris les données. Les patients pour lesquels il y avait marqué antécédents de pyélonéphrite, ils n'ont pas été inclus dans l'analyse. C'était un critère d'exclusion. Non, mais bonne question. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup.